Murray Woods, c'est un senior de l'unité de foresterie. Murray a commencé sa carrière en 83 avec l'Institut de recherche forestière de l'Ontario et il fait de la modélisation de croissance pour les régions du sud et du centre boréal. Depuis 2008, il travaille avec une équipe qui explore les utilisations du lidar et le développement d'un inventaire forestier amélioré. Et il travaille aussi sur le plan de l'inventaire forestier des arbres individuels. Maintenant, il va parler de l'utilisation du lidar dans l'industrie en Ontario. Bon après-midi. Merci beaucoup de me donner l'occasion de venir à Québec pour donner cette présentation. Je vous félicite. Québec, vous êtes à la fine pointe des développements dans ce domaine. Ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, ce sont parfois des défis, parfois le succès que nous avons dans le domaine de l'inventaire forestier. Alors, je suis scientifique et peut-être que vous allez vous endormir parce que je vais parler beaucoup en détail de mes recherches, mais je tiens à partager cette information parce que vous allez en apprendre davantage plus la conférence va avancer. Un projet qui s'appelle les technologies avancées d'inventaire en ressources forestières. Et j'ai le plaisir de travailler avec Margaret Penner sur la modélisation de croissance et de progrès. Ça fait 10 ans que j'ai commencé à travailler avec les lidar. Et en 2004, 2005, c'était les débuts. Alors, les nuages de points sont très lourds en forme d'information. Il n'y avait pas beaucoup d'outils pour traiter cette information à l'époque. Maintenant, il existe les outils LAS, les paquets qui peuvent traiter l'information LAS. Alors, il fallait créer ses propres codes pour traiter cette information. Alors, nous avons commencé à travailler avec les forêts des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Je parle des peuplements de feuillus et d'autres forêts. Je vais parler des forêts boréales où souvent il y a des coupes à blanc. Et en 2007, nous avons commencé à regarder. 2005-2006, nous avons regardé le lidar dans les situations boréales. Comment le lidar fonctionne dans ces situations. Les études que nous avons faites, le lidar performait quand même assez bien. En 2007 et même en 2016, le coût du lidar est assez important. Alors, la plupart des gens, ils disent, c'est trop coûteux, on ne peut pas. Et de l'autre côté, il y a certaines personnes qui disent on ne peut pas ne pas l'avoir. C'est ça qui coûte cher. Alors, l'industrie forestière se rend compte que cette technologie les aide à prendre des décisions plus éclairées. 1 point par mètre carré, à l'époque, on ne pouvait même pas concevoir ça. Si nous allions avec 1 point par mètre carré, ou à une concentration plus haute, est-ce que nous allions avoir des données fiables? La réalité aujourd'hui, c'est que vous ne pourriez pas payer quelqu'un pour vous donner 1 point par mètre carré parce que la technologie a pris de l'expansion et maintenant les densités sont beaucoup plus élevées. Alors, quelle est la densité optimale dont nous avons besoin? En 2009-2010, nous avons commencé à regarder
pour mettre en œuvre un inventaire forestier dans la forêt boréale, dans le coin de Timmins. En 2010-2012, nous avons poussé un peu plus loin et nous avons passé à l'étape de regarder une forêt plus grande. Et en 2010, accidentellement, nous avons fait un inventaire. Nous travaillions avec des parcelles qui existaient déjà sur le terrain et nous comparions nos modèles. Et nous avions des modèles pour des parcelles matures, de 2 mètres à 30 mètres de hauteur. Ça, nous avons regardé ça à la prochaine étape. Nous avons regardé aussi travailler avec des nuages de points des nuages d'images en points pour déterminer la grandeur des morceaux. Alors, nous voulons savoir la structure de la forêt. En 2014, nous nous sommes éloignés de la forêt boréale et nous nous sommes rapprochés de la forêt du Saint-Laurent. Et la validation. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont vous montrer des rasters de leurs prévisions. Nous parlons des modèles boréales. Pardon, je me suis trompée de diapositive. En gros, on regarde le rouge, c'est 1 million d'hectares. Et le vert, c'est le Tembec. Nous regardons ces forêts boréales. Nous regardons pin gris, épinette, peuplier, peuplement mixte. 1 demi-point à 1 point par mètre carré. Nous allons parler des inventaires basés sur les surfaces, 20 mètres par 20 mètres, le pixel. Alors, on va parler dans ces termes-là. Et les coupes à blanc, c'est notre façon d'illustrer les dérangements nationaux. Voici les rasters qui ont été produits, 20 par 20 mètres, à travers tous ces types de forêts. Les attributs des forêts. Nous avons essayé différentes sortes de modélisation, un modèle de régression, peut-être apparemment sans corrélation. Je sais, c'est beaucoup trop de détails, mais nous avons essayé non paramétrique, ce que j'aime bien. Une boîte noire, une approche de boîte noire. Alors, nous avons plusieurs armes et nous avons comparé les différentes approches. Regardez ici, c'est sur la forêt Hearst, les conifères, les pins gris, les épinettes. Vous voyez les barres vertes, c'est la régression, et les barres oranges, c'est la forêt aléatoire. Et il y a peu de différence entre les différentes sortes de modélisation. Quand vous utilisez un modèle non paramétrique, comme la forêt aléatoire, vous n'avez pas besoin d'avoir des essences spécifiques. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autre couche d'inventaire pour les appliquer. Si vous avez un modèle de pin gris, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer à un peuplement de pin gris. La réalité, c'est peut-être que dans ce peuplement, peut-être qu'il y a d'autres sortes d'arbres et vous ne savez pas où appliquer le modèle des autres essences d'arbres. Alors, ces modèles vont prédire pour chaque cellule de LIDAR. Ça va très vite. Pour la forêt Hearst, toutes les surfaces qui sont là, ça m'a pris 24 heures pour produire ces modèles avec mon ordinateur portable. Mais quand vous utilisez les techniques non paramétriques, il faut prendre toute la variété. Avec les modèles à régression, vous ne pouvez pas
extrapoler pour faire une prévision. Mais par rapport à cette approche, nous n'avons pas beaucoup de contrôle. Ce qui arrive dans la boîte noire, nous ne savons pas, mais la réponse sort de l'autre côté. Alors maintenant, je me ferme les yeux et j'attends. Les exemples ici, un à un. Alors, ça devrait tous se trouver aux alentours de 45 degrés. Cette liste à gauche, c'est ce que nous prévoyons dans notre projet régulier. Alors, ça, c'est la recherche et développement. L'Ontario ne ressemble pas à la situation du Québec. Alors, les seuls leaders sont des leaders industriels. Et nous avons différentes entreprises qui sont impliquées dans cette démarche. On peut fournir toutes ces données. En général, il faut avoir des cours de rendement, mais nous pouvons les prévoir. Ces données que j'ai présentées plus tôt faisaient partie de ce travail. À gauche, nous avons une prévision LIDAR avec un peuplement. Et voici une courbe de rendement. Et en vert, ce sont les prévisions, 10% au moins. Et le rouge, c'est davantage que 10%. Les blocs sont en rouge. Vous voyez davantage de rouge à gauche qu'à droite. Et là, vous voyez en LIDAR où le LIDAR a fait une mauvaise prévision, c'est qu'on n'avait pas les bons noms des essences d'armes. Mais en gros, ce sont des différences pour 12 blocs, c'est 14,5%. Alors, on peut être plus près des volumes actuels. Alors, nous sommes dans les forêts des Grands Lacs. Alors, le pin blanc, pin rouge, coupe à blanc ici. Système de gestion à 3. Nous avons fait ces modélisations dans les forêts boréales. Nous avons regardé différentes grandeurs, différents âges. Mais pour faire cela, nous utilisions 6 ou 8 essences. Mais dans les Grands Lacs, il y avait 17, 18, 20 essences de bois. Alors, c'était coûteux d'essayer de faire un échantillonnage. Alors, lorsque nous sommes arrivés à la forêt de Petawawa, nous avons laissé le LIDAR nous dire où mettre les parcelles. Et nous avons agrandi la grandeur des cellules de raster, cellules raster. Parce que 20 par 20, il y a trop peu d'arbres. Alors, si on analyse les composants principaux, nous avons pris 2 axes, une matrice de 10 par 10, et peu importe les essences, peu importe les systèmes, le LIDAR nous a démontré qu'il y a une variété de systèmes. Je veux m'assurer que je regarde les routes. Oui, on met des parcelles sur les routes par rapport à des parcelles qui sont pleines d'arbres. Alors, nous avons un échantillonnage large. On ne veut pas simplement des échantillons d'une seule sorte. Nous avons un paysage diversifié. Alors, nous devons échantillonner un peu de tout pour pouvoir faire des prévisions exactes. Ici, dans la forêt de Petawawa, ce sont des éléments pour faire des prédictions, des prévisions. Il y a le même genre de corrélation qui est présent. Il y a une plus grande variation le long de la ligne 1 sur 1.
Alors, j'avais un peuplement qui devait avoir 540 mètres cubes. Je ne veux pas de surprise. Je veux que qu'est-ce qui se passe dans la forêt boréale ne se passe pas de la même façon dans le coin des Grands Lacs. Alors, nous voulions des retours d'échelle. Qu'est-ce qui n'avait pas été récolté? En gros, on enlevait un pourcentage du peuplement. On avait un échantillon de 50 mètres dans 19 peuplements. Alors, j'avais des gens mécontents qui prenaient des échantillons à chaque 50 mètres. Alors, ils n'étaient pas très heureux, mais on a couvert toute une variété de conditions différentes pour récolter des données. Voici, ici, c'est numéro 63. Alors, c'est du mixed wood, peuplement mixte. Le bleu, c'est le sommaire du... Alors ici, moi j'ai eu 29 et eux, ils avaient... La différence était de 30,4. En rouge, vous avez la différence absolue. Le diamètre moyen, LIDAR dit 24,9. Le volume, 206. 289, 291,8. Alors, c'est pas si mal. Vous avez aussi une carte des variations. Ici, les diamètres quadratiques, la variété de volume. Alors, c'est le genre d'informations que LIDAR peut vous donner. Et vous pouvez les mettre ensemble. D'un point de vue opérationnel, c'est trop d'informations, mais si nous voulons gérer ces peuplements, nous devons avoir de l'information sur les grandeurs. Alors, nous avons une classe de 2 cm pour des peuplements de pin gris, par exemple. Nous pouvons prédire la résolution. C'est un peu trop précis. Alors, nous gérons les classes différentes, petits, moyens et larges. Ici, vous voyez dans le bleu, c'est le résumé de l'inventaire. Dans les différents peuplements, la distribution des BA, des surfaces terrières. Alors, si vous définissez chaque élément du peuplement, la comparaison ressemblerait à ceci. Alors, c'est assez rapproché. En gros, on marquait les arbres. Après avoir marqué les arbres, nous passions en général. Nous avions quelqu'un qui allait et qui faisait une vérification. Alors, ici, parfois 4,6 mètres ici, 0,6 dans le large. Un total de 8,5 sera enlevé de la surface terrière dans ce peuplement. Alors, j'ai un taux pour la surface terrière, mais comment est-ce que je peux connaître le volume? Alors, nous voulons prévoir le V-bar. Le LIDAR, ici vous voyez, ce sont toutes les essences, parfois les routes. Nous avons pris cette information. Et pour la surface terrière, nous pouvons connaître le volume. Alors, la ligne grise, c'est la prévision du LIDAR. Et en orange, on a pris chaque arbre individuellement. En gros, nous procédons de façon assez adéquate. C'est assez précis. Rapidement, je vous montre un autre exemple. Ce sont des pins. Les mêmes comparaisons, 28, 28, 7, 31, 31, 7. Une corrélation, ce n'est pas 100%.
c'est ce que je pouvais avoir dans un bloc de 50 mètres. Mais les chiffres se ressemblent. On voit la variation de la surface terrière. Dans le raster, on descend à 16 mètres carrés. Nous avons une prévision par grandeur. C'est un peu différent. En général, ça se ressemble, mais quand on regarde les lignes, ça se ressemble en gros. Lors de la vérification, si on fait la conversion avec le V-bar, on peut s'attendre à récolter à travers cet inventaire LIDAR. Maintenant, on regarde les conclusions, les résultats. Ici, c'est un exemple où il y a du pain blanc, pain rouge. C'est un petit bloc, 20 parcelles. Je veux m'assurer que vous compreniez, ce ne sont pas des arbres individuels. Je regarde une image avec des points. Je prévois des choses à l'intérieur d'une parcelle de 20 par 25 mètres. On voit, il y a des trous. Lorsqu'il y a eu l'imagerie, le peuplement n'avait pas été coupé. Alors ça, c'est 2009, ça, c'est 2012. Ici, en gros, nous avons fait un très bon travail sur la surface terrière. Encore une fois, 6%, ça me convient. Mais la grandeur des arbres était très différente. 31%, qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, 2009 à 2012 jusqu'en 2015, il y a eu beaucoup de vent, parfois de la mortalité. Alors, ces arbres vieillissent. Quand vous avez une prévision, parfois c'est différent s'il y a des événements qui viennent chambouler le cours naturel des choses. Et lorsque nous avons survolé avec le LIDAR, il y avait des endroits qui n'ont pas été détectés parce qu'il y a eu une tempête. Mais en 2013, avec les parcelles de validation, nous avons ajouté ce qui nous manquait dans la modélisation. Et 8 à 10 arbres sur le parcelle ont fait une différence. Alors, si je les ajoute, nous changeons la densité. Et ce ne sont plus des arbres de 10 cm de densité. Je veux être à l'intérieur de 10% de toutes mes prévisions. Alors, vous voyez, pour les 19 peuplements que dont nous avons fait l'inventaire, alors c'était un enjeu pour la croissance interne. Ensuite, le volume. Ici, il y a eu un impact d'une tempête. En 2013, il y a eu une tempête de vent. Et cela a une influence sur vos inventaires lorsque vous allez essayer de les utiliser dans le temps. Alors, avec l'index de vent, les prédictions LIDAR se sont trompées de 0,4%. Ici, 1,7, 1,4 et 3,7. Les gens qui gèrent la chaire de recherche à Petawawa étaient très heureux. Ici, vous voyez, les chiffres changent un petit peu. Nous avons des indices pour les prévisions, mais nous sommes très heureux des résultats. J'aimerais terminer avec certaines choses que j'ai déjà entendues. Moi, je travaille pour le gouvernement provincial et aujourd'hui, nous avons entendu des choses. Bon, les inventaires LIDAR changent la donne. N'oubliez jamais que nous n'avons jamais eu cette qualité d'information pour planifier. Alors, c'est de la foresterie sans surprise. Combien?
Combien de gens ont une allocation qui est fixée, mais on va à l'autre côté de la côte, puis on est surpris. Ah, c'est pas ce qu'on nous avait dit dans le plan. C'est pas ce qu'on pensait qu'il y aurait là, par-dessus la côte. Avec cette information, vous n'aurez pas ces mauvaises surprises. Vous n'aurez plus ce genre de situation. Il semble qu'on soit capable d'enlever ce genre de choses comme problème. Alors, par le passé, on faisait beaucoup de voyages. Il semble que c'est national. On n'a pas des gens qui marchent dans les peuplements autant qu'avant. Pas du tout. Voici, pour faire l'inventaire. Voici une bonne technique pour avoir de bonnes estimations. Le bon bois au bon moulin, à la bonne usine, le moins cher possible. Maintenant, on a les outils pour faire ça, justement. Aujourd'hui, j'ai parlé de ça plus tôt. Ça relie les inventaires tactiques opérationnels aux inventaires de niveau stratégique. Est-ce que c'est pas bien de pouvoir construire un inventaire au niveau stratégique avec la bonne information à une échelle opérationnelle pour éliminer ce genre de surprise? Ça réduire le coût du bois grâce à une façonnage des blocs de façon plus efficace. Si vous avez un seuil minimal et vous avez simplement la capacité de récolter une certaine classe de taille, vous pouvez adapter vos blocs en conséquence. Moins de retard. En Ontario, il y a tout un processus visant à changer quels peuplements vont être récoltés, mais il y a un énorme coût pour l'industrie forestière quand ils font ça. Ça apparaît très bien l'équipement pour répondre aux bons attributs. Ça sert à rien d'avoir une très grosse machine pour des petits peuplements avec du bois de petite taille. Alors, cette connaissance, c'est de diriger le bon bois à la bonne usine pour maximiser le rendement sur l'investissement et minimiser les déplacements. Ça facilite le partage d'informations. On a vu ça d'ailleurs aujourd'hui. Encore une fois, en 2005, quand on essaie de mettre ça sur une carte, c'était difficile. On n'a plus ces obstacles maintenant. On a des situations où on a des abatteuses groupeuses avec des tablettes devant leur visage avec les domaines de préoccupation qui sont déjà cartographiés. Il y a déjà un signal d'alarme. Tout le monde a des tiges prévues qu'on va couper. On va faire mal à ce marché. D'ailleurs, on a vu toutes sortes de changements dans l'industrie, utiliser des gens avec des drapeaux et des rubans. Mais là, même chose, une autre évolution va être du côté de la construction des routes. La construction des routes, c'est un gros coût, c'est une grande opportunité pour le leader de nous aider à économiser de l'argent. À Timmins, c'était difficile d'avoir des gens qui pouvaient utiliser facilement, faire du dessin de route. Ça a été difficile de leur faire adopter cette nouvelle technologie du lidar. Mais une fois qu'on a eu la possibilité de les faire s'asseoir devant un ordinateur et regarder où est-ce qu'ils veulent mettre leur route de récolte, oui, c'est vrai, là, on a des pentes, là, on a tel ou tel enjeu dont il faut être conscient. Et, après ça, ils ont refusé de sortir, mettre leur drapeau pour les routes avant d'avoir joué sur le DTM, avoir cliqué les endroits où la route passerait, et on faisait tout le travail en une seule journée, d'une seule fois. C'est tout un changement de paradigme pour les constructeurs de routes. Donc, le tracé des routes, cette idée de réduire le temps pour le tracé, on minimise les pentes, on minimise les traversées de cours d'eau, on maximise l'accès aux blocs, on réduit la quantité de routes qui est construite parce qu'il y a un coût, et c'est à ça, bien sûr, de maintenance des systèmes routiers. Quelque chose que je n'ai pas parlé, on n'a pas entendu beaucoup parler aujourd'hui, mais c'est un très gros point. En Ontario, on a une grande campagne sur les espèces à risque. On a des espèces de faune, des espèces fauniques qu'il faut gérer. Le lidar mesure la structure forestière. Une des choses les plus frustrantes que j'ai jamais vécues, c'est que dans le chemin, par nécessité, il fallait relier l'âge des peuplements avec leur structure. Il fallait faire une corrélation. On sait tous qu'un peuplement de 30 ans, c'est pas toujours la même chose d'un peuplement à l'autre, comme structure. Et si on peut définir la structure nécessitée par un habitat d'une espèce faunique, on peut regérer ça spatialement comme ça. L'autre point, mais je suis réputé pour ça d'ailleurs, vous avez remarqué que personne aujourd'hui, ni moi, on n'a pas parlé de l'âge des peuplements. Personne. Aucune de ces prédictions-là se fie sur l'âge. Alors, une des grandes sources d'erreur dans mes inventaires de la province par le passé provenait de ces évaluations d'âge du peuplement. On peut pas mesurer l'âge d'un peuplement à partir d'une photo. On peut mesurer la hauteur, assez bien, mais c'est du côté de l'âge, nos estimations ne sont pas très bonnes. Avec ces données, on mesure de l'information structurée. On a un nuage de points qui nous aide à faire ces prédictions. On peut toujours ajouter l'âge. En plus, on utilise le lidar pour venir compléter notre interprétation de la base d'inventaire. L'hydrologie
prédictive, les gens nous en ont parlé. On peut utiliser ces modèles de terrain à haute résolution pour prédire les problèmes potentiels. Il y a eu des bonnes innovations par le passé pour examiner à quel point ça marchait bien ou pas. Et il y a eu des rapports dans la bibliothèque de Tembec du côté de l'Ontario. Et ils travaillent très bien du côté de l'hydrologie prédictive. Minimiser la couverture, on essaie de réduire l'écoulement pour les pistes de débardage, les chemins de halage, etc. La cartographie de substrat, cartographie prédictive pour les dépôts superficiels. En Ontario, on prédit sur un raster de 10 par 10 quelle est la texture du sol, la profondeur du substrat et l'humidité. Alors, on a fait ça pour la forêt de Hearst qui est 1 million d'hectares. Cette résolution de prédiction des attributs, c'est quelque chose qui nous reste à finaliser, mais avec cette information, on a augmenté la productivité qui augmente beaucoup à cause des DTM. La cartographie des fibres ligneuses. En Ontario, on travaille avec JDI aussi, à Irving et à Terre-Neuve. Une des choses les plus importantes, c'est d'essayer de cartographier le fibre. Aller au-delà du volume, mais penser aux propriétés, pas seulement le volume ligneux, les propriétés ligneuses. Est-ce qu'on peut pas cartographier ces propriétés? Il y a eu une très belle cartographie, beaucoup de travail à Terre-Neuve là-dessus, mais un petit peu en Ontario aussi. La dernière chose dont j'aimerais parler avant que vous me fassiez quitter la scène, c'est l'avenir. On a entendu un petit peu parler ce matin des points d'image, des nuages de points. On peut faire des imageries avec ces nuages de points parce qu'on a une vision prospective avec des pixels. On peut mettre ça avec des coordonnées X, Y, Z dans l'espace en 3D. Et voici ce qu'on a ici en haut, c'est 463. Ça, c'est le volume de cruising. Voici la prédiction par LIDAR. Et voici l'appariement global entre les images et les pixels. La même modélisation, comme on fait sur le front LIDAR. Encore une fois, vous voyez comment ça marche bien. Est-ce que ça marche aussi bien que le LIDAR? Non. Est-ce que c'est moins cher que le LIDAR? Oui. Alors, peut-être que le matching de pixels ou l'appariement de pixels, ce sera peut-être la voie de l'avenir. Vous avez le point critique parce que vous avez le modèle numérique des élévations. C'est ce qui rend possible cet appariement des pixels. Il faut pouvoir normaliser cet appariement entre l'image des pixels à des hauteurs qui sont au-dessus du sol. Ça, c'est pour l'avenir. On a fait la même chose avec les distributions de grappes de taille aussi. Là-dessus, je vais accepter toute question parce que mon temps est écoulé.